Eh bien, salut YouTube, c'est JP de Top Factory. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs des mythes et légendes de pays qui ne vous est certainement pas inconnu, la France. La richesse et la diversité de son patrimoine culturel ont permis l'apparition de nombreux récits mettant en scène des créatures parfois fascinantes, parfois effrayantes, voire même carrément démoniaques. Dans quelques instants, nous partirons à la découverte de ces 10 créatures mythiques et légendaires qui hanteraient les territoires français. Mais avant, si vous le voulez bien, je vais vous demander quelques secondes de votre temps pour vous présenter un jeu gratuit développé par Pixonic qui sponsorise donc cette vidéo. Et voici donc War Robots, un jeu multijoueur où vous serez aux commandes d'une redoutable machine de guerre en plein milieu de champ de bataille dans lequel s'opposent 2 équipes de 6 joueurs. Et pour ça, vous aurez le choix entre un nombre impressionnant de robots différents que vous personnaliserez avec les armes que vous voulez. Et pour bien démarrer, vous commencerez votre carrière avec un bonus de départ comprenant le fameux robot Jay Payton, 4 puissantes armes, une armure ainsi que 400 000 pièces d'argent et 100 pièces d'or. Alors évidemment, je ne vous en parlerai pas si je n'y jouais pas moi-même, donc si ça vous dit de me rejoindre, moi, ainsi que l'énorme communauté de plus de 100 millions de joueurs à travers le monde, peut-être aurons-nous l'occasion de nous croiser sur un champ de bataille. Voilà, c'est tout pour l'excellent War Robots, et retour à la vidéo. Le Warabouk. Nous allons commencer ce voyage dans le nord de la France. Il y a plusieurs siècles, à la frontière belge, dans les forêts du nord du département de la Meuse, aurait vécu une créature diabolique. Facilement reconnaissable grâce à sa tête de bouc et son apparence humanoïde, le Warabouk était parfois considéré comme le diable en personne. En effet, la légende raconte que la nuit, le Warabouk rassemblait les sorcières des environs afin de l'aider à accomplir des rituels maléfiques ou encore assouvir ses pulsions les plus impures. Plus tard, il est dit qu'une jeune fille, dont on ne connaît pas le nom, aurait croisé la route du Warabouk. Cette dernière aurait fait un signe de croix, ce qui aurait eu pour effet d'enlever toute animosité à la créature démoniaque. La jeune fille aurait ensuite conduit le Warabouk à la basilique d'Aviot, et comme par magie, une fois devant les tours de l'édifice religieux, la créature aurait été aussitôt la proie d'un feu aux origines divines, comparable à une combustion spontanée. Et certains disent que cette statue qui, en principe, représente Sainte Marguerite d'Antioche, domptant un dragon, serait en fait la jeune fille conduisant le terrifiant Warabouk devant les tours de la basilique d'Aviot. Le Picolaton. Changement de région et direction l'est de la France, dans la Franche-Comté. Comme partout, il arrivait aux jeunes enfants d'être désobéissants et de ne pas rentrer à l'heure prévue par leurs parents. Afin de les effrayer et les persuader de ne plus traîner en chemin, les enfants étaient sermonnés d'une façon plutôt originale. Sur le ton des plus solennels, leurs parents leur racontaient la légende du Picolaton. Un oiseau au bec long et pointu qui n'hésitait pas à piquer le derrière et les pieds des enfants ayant le malheur de traînasser sur la route vers la maison familiale. Bien que cela ne semble pas très effrayant, en général les enfants obéissaient. Car pour les plus obéissants d'entre eux, leurs parents leur promettaient de leur montrer le nid du Picolaton qui, selon la légende, attisait grandement la curiosité des enfants de l'époque. Le Farfadet. Son nom ne doit pas vous être inconnu. Ces créatures de petite taille ont élu domicile dans certaines contrées de l'ouest de la France, principalement dans les environs du département de la Vendée. L'apparence de Farfadet est difficilement descriptible. En effet, cette petite créature passerait la majeure partie de son temps sous une forme invisible ou même animale. Ce qui n'a pas empêché quelques rares personnes de croiser des spécimens de ces créatures inoffensives mais d'une espièglerie sans égale. Ils les décrivent très petites, pas plus de 50 cm. Leur petite tête évoque un vieil homme à la peau ridée, tandis que leur style vestimentaire se résume à de vieilles loques quand ils ne sont pas complètement nus. La plupart d'entre eux vivent à l'écart des hommes, mais n'hésiteront pas à vous jouer de gentils mauvais tours si vous veniez à les déranger. Bien que l'on puisse les considérer comme sauvages, certains farfadets plus dociles se lient d'une amitié relativement fragile avec les hommes. En échange de quelques modestes denrées alimentaires, la petite créature accomplira des tâches dans les maisons ou les fermes des habitants. Mais gare à celui qui serait trop généreux. Le farfadet est de nature susceptible et pourrait prendre mal le fait qu'un homme lui donne trop en échange de ses tâches accomplies. Peut-être est-ce par fierté, mais dans ce cas, il est certain que le farfadet grognon ne reviendra plus jamais se mettre à la disposition des hommes.
Le Bécu. Nous sommes très loin du minuscule Farfadet. Dans le sud-ouest de la France, aux abords des Pyrénées, se racontaient plusieurs histoires de terribles cyclopes géants, dévoreurs de chair humaine. La prononciation de son nom, le Bécu, suffit à effrayer les populations des environs. Il est dit que pour attirer ses proies humaines, le cyclope géant possède des troupeaux de moutons dont les cornes sont recouvertes de métal qui suscite énormément la convoitise des hommes, l'or. L'appât du gain est généralement efficace et les Bécus n'avaient aucun mal à capturer ses victimes pour ensuite les faire rôtir vivants. Et l'histoire raconte que le géant à l'œil unique aurait rencontré plus malin que lui. En effet, un homme qui venait d'être capturé se serait saisi d'une broche métallique et l'aurait enfoncé profondément dans l'œil du Bécu. Ce dernier, devenu aveugle et dans un mouvement de panique, serait tombé dans l'un des nombreux précipices des Pyrénées au fond duquel il serait passé de vie à trépas. Le Mourioche. Au XIe siècle débutaient les premières croisades. De nombreux seigneurs français se joignirent à ces expéditions religieuses et surtout militaires en vue de délivrer la Terre Sainte, tandis que d'autres choisirent de rester au pays. Et ce fut le cas de jeune breton, le seigneur Jehan. L'étang du château qu'il occupait était réputé pour abriter une créature monstrueuse qui avait une horrible tendance à se nourrir de jeunes enfants. Ce monstre était connu sous le nom de Mourioche. Alors que les croisades avaient commencé, le seigneur Jehan, lors d'une promenade sur ses terres, tomba nez à nez avec la créature qui hantait les environs de son étang. Il sortit aussitôt son épée de son fourreau pour enfin mettre un terme à cette menace qui terrifiait autant les enfants que leurs parents. Et c'est après un combat sanglant et violent que le Mourioche ferma les yeux pour la dernière fois. Et malheureusement, les blessures du seigneur Jehan étaient bien trop profondes et nombreuses pour être pansées. Et c'est ainsi que, quelques minutes plus tard, lui aussi poussa son dernier souffle. Sa jeune épouse s'empressa alors d'écrire le récit comptant l'exploit de son défunt mari, afin de lui rendre l'honneur qu'il avait perdu en refusant de participer aux 7 croisades. Les Fras. À quelques kilomètres des côtes de la Vendée se situe la charmante petite île d'Yeu. Hormis ses superbes plages, ce petit bout de terre abrite des sites anciens chargés d'histoire. Et parmi eux, le dolmen des Petits Fradets. La légende raconte que cette tombe mégalithique serait la demeure des Fras, de minuscules créatures ressemblables aux farfadets de la même région que l'on a vu 2 emplois précédents, à la différence qu'un Fras serait doué pour la sorcellerie. En effet, le diable avait l'habitude de se rendre régulièrement au dolmen des Petits Fradets, où il posait un trépied brûlant à même la pierre, ce qui expliquerait pourquoi la surface du dolmen serait parsemée de petits trous. À chaque venue du maître de l'enfer, les Fras semaient des herbes magiques dans les alentours, ce qui avait pour effet de faire parler les animaux à la nuit tombée. Le but exact de ces diaboliques cérémonies est un mystère, et peut-être vaut-il mieux que cela reste ainsi. La Camcruse. Retour dans le sud-ouest, aux abords des Pyrénées. On y raconte qu'à une époque indéterminée, un cadavre se serait fait voler l'une de ses jambes. L'histoire débute par une jeune fille qui se nourrissait uniquement de viande crue, sans quoi elle se mettait aussitôt dans une violente colère. Elle vivait chez ses parents, c'est donc eux qui s'occupaient de ramener la nourriture au domicile familial. Malheureusement, un jour qu'ils revenaient du marché, ils se rendirent compte qu'ils avaient oublié d'acheter de la viande fraîche pour leur fille. Et ils eurent alors une idée. Profaner une des tombes les plus récentes du cimetière et littéralement couper la jambe du défunt. Ce qui était une idée macabre est devenu la réalité. Une fois ses parents revenus, la jeune fille trouva la jambe sous la table et la dévora jusqu'à l'os. À la nuit tombée, alors que la demoiselle venait de trouver le sommeil, le mort à qui il manquait une jambe la réveilla et exigea qu'elle lui rende son précieux membre. Sans réponse de sa part, le mort saisit la jeune fille et la traîna jusque dans sa tombe où, à son tour, elle se fit entièrement dévorer. La légende raconte que l'esprit de la Guibole, surnommé la Camcruse, hanterait toujours la région sous la forme d'une jambe munie d'un œil au niveau du genou. Elle prendrait un malin plaisir à capturer et dévorer quiconque croiserait sa route. Le meneur de loups. On peut le rencontrer dans beaucoup de forêts françaises. Les légendes racontent qu'ils sont à la fois sorciers et anciens loups-garous. Après avoir pactisé avec le diable, ils se sont immunisés contre la lycanthropie, qui est la transformation en la célèbre créature sanguinaire. Ce pacte avec le maître des démons leur a donné également le pouvoir de communiquer avec les loups.
C'est ainsi qu'à l'époque où la population organisait des battues en vue d'exterminer des meutes entières afin de protéger leurs troupeaux de bétail, que le meneur de loups leur ordonnait de se cacher. Les paysans, rentrant en bredouille de leur battue, se sentaient à la fois frustrés et en danger face à la menace qui pesait sur eux. Il arrivait que le meneur de loups allât à leur rencontre afin de les rassurer sur son rôle qui n'était que protecteur envers ce magnifique animal sauvage. Après son discours, certains paysans rentraient chez eux, l'esprit tranquille, tandis que d'autres ne l'entendaient pas de cette oreille et se montraient parfois très agressifs envers le meneur de loups. Malheureusement pour eux, c'était sans savoir que ces sorciers étaient du genre susceptible, et quelques jours plus tard, n'hésitaient pas à ordonner à leur meute d'exterminer les troupeaux des paysans ayant osé élever la voix sur un meneur de loups. La Velue. Dans l'ouest de la France, plus précisément dans les pays de la Loire, vivrait un monstre aquatique légendaire. Sa grande taille, sa tête de serpent cracheuse de flammes et sa fourrure armée de dards empoisonnés qui peuvent être projetés sur ses proies aussi violemment que des flèches, effrayent les plus courageux des guerriers de la région. Mais son apparence n'est peut-être pas ce qui impressionne le plus. Il existe un mythe connu de tous, le déluge. Afin de punir les hommes pour leur soif de pouvoir et de richesse, les dieux décidèrent de déclencher des tempêtes partout sur la terre durant 7 jours et 7 nuits afin de la recouvrir entièrement d'eau. L'une de ces divinités, qui s'était prise d'affection pour un homme, le prévient et lui demande d'entamer au plus vite la construction d'une arche qui abritera un couple de chaque espèce animale en attendant la fin du déluge, et ce, afin de repeupler la terre. Malheureusement pour la Velue, on lui refusa sa place à bord de l'arche. Mais sa force, sa taille et son aisance dans un milieu aquatique lui ont permis de survivre au terrible déluge. Aujourd'hui, certains disent qu'elle est morte suite à un combat contre un guerrier qui lui aurait tranché la queue après avoir capturé sa fiancée, tandis que d'autres disent qu'elle serait toujours tapie quelque part au fond des eaux de rivières de la région. Le Voir-loup. Au sud-est de Paris, dans le pays d'Hôte, se raconte une obscure légende d'une créature aux multiples transformations qui n'aurait d'autres origines que nous-mêmes. En effet, les femmes et les hommes ayant commis les 7 péchés capitaux voient aussitôt leurs âmes devenir complètement noires, ce qui a pour effet de les affaiblir et laisser porte ouverte à la possession par de puissantes incarnations du mal. Après un rituel qui consiste à s'enduire d'une substance à base de semences masculines, de graisse de porc avariée, de sang de vierge fraîchement défloré et d'un peu de bave du diable, l'humain possédé se transformera en un animal sauvage ou même domestique, tout en gardant certaines capacités de raisonnement propres à l'humain. Ce qui était un homme ou une femme à l'âme noire est maintenant un Voir-loup. Une créature intelligente, invulnérable, insensible à la douleur, et qui va faire preuve d'une cruauté sans égale de la tombée de la nuit jusqu'aux premières lueurs du jour, où il retrouvera son apparence humaine. Ce cycle de transformation se répétera jusqu'à la fin des temps. Vidéo terminée, j'espère que ce petit voyage dans les mythes et légendes français vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce, le commentaire et l'abonnement si ce n'est pas encore fait. Pour celles et ceux qui le souhaitent, vous pouvez me remercier sur Utip ainsi que sur Tipeee. Moi je vous dis à très vite pour un prochain épisode, alors en attendant, prenez soin de vous les amis. Ciao.